Tout le monde. Alors, on vient ce matin pour un petit stream. Et on va faire un stream sur Stellaris. Alors, Stellaris, c'est pas le genre de jeu auquel je joue habituellement. Je vous dis tout de suite, mon let's play sur Civilization 6, bah, la partie je l'ai paumée, mais globalement, j'avais quand même un peu avancé. Parce que même si je suis pas un pro de ce jeu, je connais un peu. Stellaris, non seulement je suis pas un pro, mais je sais plus vraiment comment ça marche, donc je risque de faire un peu n'importe quoi. Donc Stellaris est un jeu qui aujourd'hui est quand même bien connu, hein. On est sur un jeu de grande stratégie, mais avec quand même un certain nombre d'éléments 4X, qui va se passer dans l'espace. Et pour compléter le tableau, c'est un jeu auquel j'ai joué une quarantaine d'heures en 2016, début 2016. À l'époque, me semble-t-il, Aquartz faisait du Stellaris sur le stream toutes les semaines. Donc ouais, je dirais que ça doit remonter à mars, avril, peut-être 2016, par là. Depuis, j'ai pas retouché, vous voyez, donc ça fait quasiment 2 ans. Donc je sais absolument plus comment ça marche. Mais c'est pas grave. On va se lancer dans une nouvelle partie. En plus, je crois que j'ai jamais installé Stellaris. Enfin, j'avais jamais joué à Stellaris sur ce PC. Parce que j'ai changé de PC hein, depuis. Et donc, il va falloir que je crée une nouvelle, un nouvel empire parce que les empires que j'avais créés, ils n'ont pas été enregistrés du coup sur ce PC. Donc c'est un jeu sur lequel, contrairement aux jeux de grande stratégie classiques qui sont des jeux qui se passent dans un background historique bien connu, ici vous allez, on va être dans une galaxie quelconque dans l'espace, tout à fait fictif, et on va faire de la découverte de l'espace. Donc on est sur quelque chose qui va plus ressembler dans l'esprit à un 4X, puisque le principe va être quand même relativement différent des jeux de grande stratégie. Les jeux de grande stratégie, généralement, c'est dans un temps connu, un espace connu, vous connaissez vos voisins, vous savez qui c'est. Il n'y a pas d'exploration sur une grande stratégie. Le côté expansion, ça va être via les alliances, via la guerre, pas via la création de colons. Et sur les jeux de grande stratégie, bah, du coup, généralement, comme c'est sur un background historique, bah, vous jouez un royaume qui a vraiment existé, donc avec son histoire, ses caractéristiques qui lui sont propres. Vous ne choisissez pas tout ça, vous choisissez votre royaume, mais vous ne pouvez pas le personnaliser. Stellaris, lui, part plutôt sur une approche un peu 4X, à savoir que c'est un univers inconnu. Vous avez au départ votre planète dans votre galaxie, dans votre système, pardon. Et tout le reste de la galaxie, vous ne le connaissez pas. Donc il va avoir une composante exploration. Vous allez créer des vaisseaux de colonisation pour coloniser d'autres planètes. Donc il va avoir une composante exploration. Il va avoir de nombreuses ressources à aller chercher, à aller récolter, à aller miner. Donc une composante exploitation. Et bien sûr, comme sur tous les jeux de stratégie, bah, vous allez avoir d'autres factions, donc une composante potentiellement extermination. Et donc les 4 composantes d'un 4X vont être présentes sur Stellaris, qui fait que même si c'est un jeu de grande stratégie, c'est un jeu qui en fait est une espèce d'hybride entre la grande stratégie et le 4X. Et du coup, moi qui en général je comprends rien aux jeux de grande stratégie, hein. Je veux dire, j'ai Europa Universalis 4, j'essaie d'y jouer quelques dizaines d'heures, j'ai rien capté à ce qui se passait. Mais Stellaris, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus simple d'approche. Il est certes plus complexe qu'en Civilisation, mais encore, je n'ai pas trouvé tellement en fait. Mais il n'est pas beaucoup plus complexe qu'en 4X en vérité. Donc on va commencer par créer notre faction. Encore une fois, c'est un truc sur les jeux de grande stratégie. Ben, ça n'existe pas, mais là on va le faire. Alors, on va commencer par l'apparence. Est-ce qu'on veut des humanoïdes? Tiens, monsieur Spock, est-ce que vous voulez des Vulcains? Mammaliennes, donc des mammifères.
Ça c'est mignon, c'est kawaii, mais voilà, hein, pas... Oh, les zombies. Enfin, lui, elle a une tronche de zombies. Des reptiles. Ah, il y a pas mal d'options de personnalisation hein, pour l'apparence de ta race, et ça c'est vraiment très chouette. Des aviaires, des poulets quoi, des poulets de l'espace. Tu vois, pour les Alsaciens, il y a des cigognes de l'espace. Alors lui, il a vraiment une tronche de poulet, lui. Un poulet cyclope. Pas classe. Alors, les arthropoïdes, donc les espèces de cafards de l'espace. Ouais, les cafards, hein, littéralement. Les insectes, quoi, de l'espace. Toi, t'es beau, toi. Vraiment, les insectes de l'espace, ils donnent envie. Les mollusques. Ils ont l'air superbes. Ah, toi aussi, t'as l'air superbe, dis donc. Franchement, je trouve que les apparences proposées par le jeu sont absolument magnifiques. Un flagelleur mental. Tout droit échappé de Donjons et Dragons, lui. Et les champignons, les fungoïdes. Ah, lui, il met carrément des nuages de spores. Les champignons mutants envahisseurs de l'espace. J'ai envie de dire, regardez-moi cette espèce de d'amanite tue-mouche avec ses tentacules. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. J'ai envie de dire, c'est magique. L'espèce de zombie, là. Toi, t'as l'air d'un zombie, toi. Il va faire les zombies de l'espace. Alors, choix du monde natal. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme nom? Donc, on peut... Le monde natal, on peut lui donner... un nom aléatoire, ou on peut lui choisir hein, son nom. Et parce que j'ai beaucoup joué à Heroes 3 et que sur Heroes 3 les nécropoles, bah, elles avaient certains noms classiques. Et il y en a un qui vient à l'esprit là en particulier. C'est Cessation. Et l'étoile, on va l'appeler comment? Nécro. Système solaire de départ aléatoire. Vous avez 9 types de planètes pour votre monde de départ. Des types plutôt secs, plutôt humides, plutôt glaciaires. Puis ça va influencer sur les types de planètes que vous pourrez coloniser. Donc vous avez, en glaciaire, vous avez les mondes arctiques, le monde montagneux, le monde subarctique. En humide, vous avez océanique, puis continental, tropical. Et en sec, vous avez désertique, aride et savane. Alors... Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on part sur un monde sec, désertique, aride, savane? Non, on va partir plutôt sur humide et on va partir sur un monde continental. Quelque chose qui, somme toute, fait penser à la Terre. Alors, par rapport à... si vous avez regardé les vidéos d'Aquartz à l'époque, sur ces toutes premières vidéos, il n'y avait que 6 types de planètes, si je dis pas de conneries. Et parce que les mondes montagneux, subarctiques et savane n'existaient pas. Maintenant, ils existent. En fait, le principe... Donc, vous allez choisir un monde de départ. Les mondes qui en sont proches, donc par exemple, si je prends le continental, je pense que le tropical et l'océanique, seront colonisables, pas à 100%, mais en bonne partie. Et les autres types de mondes vont être très difficiles à coloniser. Donc, en gros, ça va surtout jouer là-dessus. Donc, moi, je vais partir sur un monde continental.
Alors, on choisit ensuite l'apparence à cité. Ça n'a aucune influence sur le background, sur le gameplay. C'est juste l'image en fond. À quoi vous voulez que ça ressemble? Moi, j'aime bien cette cité molluscoïde. Je trouve qu'elle a, un petit cachet comme ça. Et ensuite, on va choisir les éthiques. Alors les éthiques, c'est un peu la politique directrice de votre empire. Vous avez droit à 3 points d'éthique. Les éthiques vertes coûtent 1 point, les éthiques oranges coûtent 2 points. Les éthiques sont en cercle, pourquoi? Parce que quand vous prenez une éthique, l'éthique qui est en face, elle est opposée. Ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre les deux. Vous voyez? Par contre, je peux prendre 2 voisines. Donc au niveau des éthiques, nous avons quoi? Militariste. Je pense que ça, c'est assez clair. Hein. Vos armées font 10% de dégâts en plus et tirent 10% plus vite. Xénophobe. Donc vous gagnez de l'influence qui est l'une des monnaies entre guillemets du jeu du fait d'avoir des rivalités avec vos voisins. Et vos frontières s'étendent plus vite. Donc xénophobe permet de purger et déporter les aliens, asservir les aliens. Par contre, du coup, les autres espèces ne vous aiment pas. Et elle ne peut pas donner la pleine citoyenneté aux aliens. Et elle interdit le service militaire complet aux aliens. Pourquoi? Parce que vous allez voir que au fur et à mesure que la partie va avancer, vous allez rencontrer d'autres races et vous pourrez en intégrer dans votre population. Ben, les xénophobes, eux, vont refuser de les intégrer pleinement. Et donc, effectivement, les xénophobes ne peuvent pas faire d'accueil de réfugiés. L'égalitarisme, qui augmente l'influence tirée des autres factions, réduit le coût des biens de consommation. Donc, voilà, c'est condition de vie moyenne pour les citoyens. Matérialiste, donc là, vous allez être beaucoup sur la recherche et les robots. Donc, permet les conditions de vie et d'éducation privilégiées, interdit la politique IA prohibée, bah, évidemment, et proscription des travailleurs robotiques. Donc, évidemment, vous ne pourrez pas interdire la robotique si vous êtes matérialiste. Pacifiste, vous ne pouvez pas faire de politique de guerre sans restriction, et vous allez avoir un bonus de ressources de population, et généralement, c'est tout à fait l'inverse du militariste. Le militariste, lui, peut faire une politique de bombardement orbital massif et a moins de coûts sur la guerre. Vous avez les xénophiles qui sont opposés aux xénophobes. Donc les xénophiles aiment les civilisations étrangères. Donc les autres civilisations sont bienveillants à leur égard. Ils ne peuvent pas faire de refus de réfugiés ni déporter les aliens. Par contre, du coup, les tensions liées au contact des frontières avec les alliés sont plus faibles. Et ils ont un bonus de diplomatie. C'est-à-dire que toutes les décisions diplomatiques normalement coûtent des points d'influence. Là, elles en coûtent moins. Donc c'est vraiment beaucoup plus tourné vers la diplomatie et la parlotte. Là où le xénophobe n'est pas très orienté parlotte. De toute façon, ses voisins ne l'aiment pas, le xénophobe. Il n'aime pas ses voisins ne l'aiment pas. Voilà. Ça va être l'autoritariste. Donc c'est un système de caste qui régit votre société. Et vous êtes opposé à la démocratie. Donc vous gagnez plus de points d'influence, donc pour faire de la diplomatie ou pour acheter des leaders. Et vos esclaves produisent plus. Car oui, vous pouvez réduire certaines populations en esclavage, en tout cas sur le papier. À l'époque, c'était buggé, je ne sais pas si ça l'est toujours. Spiritualiste, donc c'est pour faire des temples. Par contre, le spiritualisme, forcément, va être opposé au matérialisme et en particulier aux robots. Donc pour pouvoir être spiritualiste, il faut promulguer une politique d'intelligence artificielle pour faire des temples. Du coup, au sein de l'Empire, l'agitation va être réduite. Et les éthiques gouvernementales vont être plus attractives. Et enfin, le militariste, on est en général. Et donc en fait, en orange, vous avez les mêmes, mais en version fanatique.
c'est-à-dire avec des bonus plus poussés. Par exemple, militariste fanatique, c'est dégâts provoqués par les armées plus 20%, cadence de tir plus 20%. Donc là, on est sur quelque chose qui va permettre d'être beaucoup plus efficace à la guerre. Déjà, militariste de base permet d'être plus efficace à la guerre, mais militariste fanatique, lui, c'est encore pire. Militariste, j'aime bien. Ça donne le bonus aux armées. Xénophobe, ça permet d'avoir des frontières qui sont en croissance plus rapide. Mais xénophile, ça permet d'avoir plus de diplomatie avec nos rivaux. Donc je sais pas exactement ce qu'on va prendre. Spiritualiste, non, ça m'intéresse pas. Autoritariste, certainement, va m'intéresser. Plus d'influence, possibilité de faire de l'esclavage. Et est-ce qu'on est fanatiquement autoritaire? Non, on va pas être fanatiquement autoritaire. Est-ce qu'on prend une troisième éthique verte ou est-ce qu'on prend une éthique orange? En fait, je n'ai pas le droit de prendre deux éthiques qui sont face à face. Donc, par exemple, je pourrais prendre le matérialisme. Qui va donner la vitesse de recherche. Donc moi, ça me plaît bien, vitesse de recherche. Donc, on va prendre ça. Autorité. Vous avez donc un régime politique de base, va-t-on dire. On va dire ça comme ça. Alors, on a démocratique, mais ça, on n'a pas le droit de le prendre. Puisque nous sommes, je le rappelle, autoritaires. Enfin, si on est... ouais, n'a pas l'éthique autoritariste, donc on ne peut pas le prendre. Oligarchie, des élections tous les 20 ans pour choisir un nouveau dirigeant. Dictatorial, élection à la mort du dirigeant. Ou impérial, à la mort du dirigeant, un successeur désigné le remplace. Alors techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, votre civilisation va être dirigée par un dirigeant. On n'est pas sur un 4X, ce dirigeant ne va pas survivre tout au long des milliers d'années que va durer la partie. Évidemment, on est plus là du coup sur un jeu de grande stratégie, à savoir que votre dirigeant régulièrement, il va mourir et il va falloir le remplacer par un autre dirigeant. Donc les dirigeants donnent des bonus ou des malus à votre empire. Et du coup, vous choisissez à quelle fréquence vous voulez pouvoir remplacer les dirigeants. Est-ce que vous voulez que tous les 20 ans, il y ait une élection, sachant que les élections, vous pouvez essayer d'influencer dessus pour essayer de les truquer et faire gagner la personne que vous voulez, mais c'est jamais sûr. Donc si vous faites ça, en fait, l'intérêt de faire une élection toutes les 20 ans, c'est que si vous avez un dirigeant qui vous plaît pas, si finalement vous dites merde, mon dirigeant me plaît pas, vous pouvez dire bon bah voilà, au bout de 20 ans, je fais en sorte qu'il soit remplacé par un autre. Parce que si vous êtes en dictature ou en empire, si votre dirigeant ne vous plaît pas, bah vous êtes obligé d'attendre qu'il décède. Ce qui peut prendre beaucoup de temps. Vraiment. Mais on va supposer que moi ça me dérange pas qu'il décède. D'attendre qu'il décède. Par contre, après, du coup, entre dictatorial et impérial, la différence c'est que dictatorial, à la mort du dirigeant, il y a une élection pour savoir qui va le remplacer. Impérial, le successeur est désigné. Je vais prendre impérial parce que les élections, j'aime pas. Et enfin, vous avez civisme. Les civismes sont entre guillemets, des doctrines qui vont vous donner des bonus, voire des malus. Et vous avez droit à 2 points de civisme. Vous voyez, tous les civismes coûtent 1 point. Donc il y a des civismes qui me sont interdits parce que je suis autoritariste, matérialiste, militariste. Et Havre de Liberté, par exemple, n'est disponible que pour les gens qui sont xénophiles. Méritocratie, c'est uniquement si vous êtes en démocratie ou en oligarchie, etc., etc.
Donc parmi tous ceux à quoi j'ai droit, qu'est-ce qu'on a? Architecture fonctionnelle, amirauté distinguée, cadence de tir et esquive de plus pour la flotte, sympa. Architecture fonctionnelle, coût des bâtiments moins 15%, ça c'est très sympa. Au moins au début de partie. Bureaucratie efficace, ça augmente les systèmes du secteur principal, ouais. Culture martiale, ça augmente les dégâts de l'armée. Et ça réduit l'entretien de l'armée. Ça, je pense que je vais prendre culture martiale, je trouve ça très très bon. Environnementalisme, coût des biens de consommation moins 15%, guilde esclavagiste. Les esclaves produisent plus. J'ai déjà un bonus à la production des esclaves de 5% via l'autoritarisme, mais je peux éventuellement augmenter ce bonus. Guilde minière, production des minéraux. Le minéraux, c'est globalement, c'est une des monnaies du jeu, donc 10% de plus. Nationalisme fanatique, étendue des frontières plus 10%, nombre maximum de rivaux plus 1. Ça peut être intéressant. Police d'État, agitation moins 25%. Ça peut être intéressant aussi. Politique impitoyable, influence mensuelle plus 1. Ça c'est très chouette pour acheter des leaders ou pour essayer de faire de la diplomatie. Société féodale, réduction de 50% des effets de la puissance des dépendances sur les relations, non. Souverain philosophe, niveau de compétence du dirigeant plus 2. C'est très sympa. Après, bon, je sais pas. Système la corvée, coût de réinstallation moins 50%. Parce que vous allez voir que vos citoyens peuvent voyager d'une planète à une autre. Technocratie alternative de recherche plus 1. Ça peut être utile. Parce que j'ai pas indiqué comment ça se passe. C'est un jeu qui relève de pas mal de principes du 4X. Et en particulier, donc, vous allez avoir un système de recherche sur Stellaris. Mais c'est pas un arbre de recherche à la civilisation, par exemple. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Le problème d'un arbre de recherche à la civilisation, c'est que c'est ultra linéaire et qu'au final, tout le monde va faire à peu près la même chose, à quelques tours près, mais tout le monde va en être relativement au même niveau à un moment donné. Là, quand vous finissez une recherche, le jeu vous en propose 3 ou 4 aléatoires. Ce qui fait que vous n'avez pas un chemin prédéfini. Par rapport à vos voisins, bah, vous pouvez avoir du coup suivi un chemin qui n'a radicalement rien à voir avec eux. Vous voyez? Donc on est vraiment sur quelque chose, certes c'est aléatoire, mais du coup, il n'y a pas ce côté répétitif. Bon, cela dit, vous êtes déjà assez d'alternatives de recherche à mon sens. Élite aristocratique, recrutement des gouvernements, des gouverneurs, moins 50%. Nombre de personnalités de l'Empire, plus 4. Non, on ne va pas partir là-dessus. Soit souverain philosophe, soit politique impitoyable. Nationaliste fanatique. Étendue des frontières, plus 10%. Ça peut être pas mal. On va prendre la politique impitoyable. Après tout, on est des zombies de l'espace. Les zombies, c'est impitoyable. Nom de l'Empire. L'Empire Nécropole. L'objectif forcément sera un nécromancien. Nécropole, si on met l'accent sur le E, c'est même encore mieux. Vous choisissez le nom de votre empire et l'adjectif qui en découle. Je trouve ça vraiment bien, cette personnalisation ultra poussée sur ce jeu. Et enfin, on choisit notre drapeau. Alors, vous avez des logos. Pointu, rond, pirate, paradoxe. C'est le logo du développeur du jeu. Décoré. Humain. Domination. Je regarde s'il y a quelque chose qui peut faire vraiment undead là-dedans. Monolithique. Ouais, non, c'est pas du monolithique. Il y a celui-là, mais qui fait très kitschouille. Donc vous pouvez choisir 2 couleurs et vous choisissez le fond de votre drapeau.
Voilà, bon. Est-ce qu'on a, parmi les drapeaux décorés, est-ce qu'on peut partir sur, sur quelque chose drapeau pirate avec Cthulhu. On va prendre ça, une bonne tête de mort. Je pense. Voilà, ça me plaît bien. Ensuite, on choisit le type d'armement de nos vaisseaux au départ. Il y a 3 types d'armes. Arme à projectiles. Donc ça a une portée limitée, mais ça fait de gros dégâts contre les boucliers de protection adverse. Les missiles à tête nucléaire, qui portent assez loin, mais qui peuvent être interceptés facilement par les systèmes de défense rapprochés. Ou les armes à énergie, qui font des rayons qui ne sont normalement pas interceptables, qui peuvent franchir une bonne épaisseur de blindage, et sont efficaces à courte et moyenne portée. Les armes projectiles, c'est bien contre les boucliers. Les armes énergétiques contre le blindage. On va prendre les missiles pour commencer. Enfin, le mode PRL, c'est le mode de déplacement. Le jeu va être constitué d'une énorme galaxie, constituée de dizaines, voire de centaines de systèmes. Vous allez voyager de système en système pour découvrir la galaxie, puis vous étendre. Et la question est de savoir comment vous vous déplacez d'un système à un autre. J'ai le mode distorsion, qui est le mode proposé par défaut. Donc vous pouvez atteindre des vitesses supraluminiques. Ça permet de voyager sans contrainte, mais lent. Vous avez l'hyperespace, qui permet de voyager selon des tunnels qui existent déjà. Vous voyagez plus vite, mais vous avez des restrictions sur les trajets qui existent. Distorsion, vous n'avez pas de limitation sur les trajets que vous pouvez faire, mais vous allez être plus lent lors de vos voyages. Enfin, trou de verre, ça ouvre des tunnels entre des points de l'espace qui permettent de voyager sur de très longues distances. Mais ces trous de verre, ils ne sont pas portables. Ça veut dire qu'il va falloir que vous en installiez un peu partout dans l'univers pour les relier ensemble. La distorsion, c'est conseil pour les débutants. Moi, j'aime bien l'hyperespace. La distorsion, est-ce qu'elle a toujours la contrainte qu'elle avait avant, que vous ne pouviez pas vraiment partir trop loin? On va prendre l'hyperespace. Je ne suis pas un joueur confirmé, mais voilà. Apparence de vos vaisseaux. Ça n'a aucun impact sur le gameplay. Mais vous pouvez choisir l'apparence de vos vaisseaux. Donc on a ici les vaisseaux insectoïdes, les vaisseaux fongoïdes, molluscoïdes, aviaires, reptiliens ou mammaliens. Molluscoïdes, j'aime bien. L'architecture molluscoïde, elle me plaît beaucoup. Alors, nom de l'espèce. Nous sommes des zombies. Adjectif, zombie. Ensuite, alors. Vous avez ensuite une liste des noms. Savoir... donc, pour les noms-personnalités de vaisseaux de planètes de flotte, il y a un certain nombre de types de nomenclature. Voilà. Vous pouvez choisir le préfixe des vaisseaux hein, si vous voulez le changer, bon peu importe. Donc là, les arthropodes, ils ont des noms à coucher dehors. Les poulets, c'est des hatchlings. Non merci. Les fongoïdes, la conscience collective. Les humanoïdes. Brendan Silverstone. Yeah.
Fatima Habsbourg. C'est original ça. JT mécanique, mammalienne. Ils s'appellent tous Den quelque chose, ceux-là. Ça, ils s'appellent tous Cure quelque chose ou Dol quelque chose, quoi. On va prendre ça, Mammalien 2. Les molluscoïdes, c'est quoi leur nom? Schlass, pas gros, tagro, bof. On va prendre Mammalien 3. Non, pas 3. Mammalien 2. Alors, enfin, on a des traits. Parce que vraiment, sur ce jeu, vous avez une possibilité de personnalisation totale. Vous avez droit à 2 points de traits, mais jusqu'à 5 traits possibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les traits, ils ont un coût. Et vous voyez, il y en a qui ont un coût de 4. Vous avez droit à un coût de 2. Donc, il y en a qui sont avec des coûts négatifs. Parce que certains traits sont vraiment très puissants et du coup, vous avez des traits négatifs. Sédentaire, ça réduit la vitesse de migration et augmente le coût de réinstallation. C'est pas super. Solitaire, ça réduit le bonheur. Répugnant, les autres empires vous aiment moins. Fugace, vous mourrez plus tôt. Décadent, bonheur sans posséder -1. Dépensier, tout coûte plus cher. Faible, vous faites moins de dégâts et gagnez moins d'argent. Apprend lentement, vous gagnez moins d'XP sur vos leaders. Vitesse de développement -20. Ouais, je suis pas trop fan. À la limite, en négatif, il pourrait y avoir solitaire. Ça me laisserait 3 points positifs. Donc ça va me faire par exemple très adaptatif, hein, qui du coup permet de coloniser des planètes plus facilement ou de meilleure qualité. Agraire, ça augmente la nourriture, c'est bien en début de jeu. Par la suite, c'est toujours bien pour les nouvelles planètes. Économe, crédit énergétique plus 15%, ça c'est très bien aussi. Minéraux plus 15, rendement de l'ingénierie, des sciences physiques, des sciences sociales plus 10%, ça c'est très bien. Adaptative, on peut prendre adaptative, ce qui augmente l'habitabilité de toutes les planètes et du coup permettra de mieux coloniser l'univers. Bonne reproductrice, vous augmentez la vitesse de développement. Talentueuse, vos scientifiques, vos leaders, etc. vont avoir un niveau de plus. Apprend vite, il gagne plus d'XP. Très fort, ça serait pas mal. Je pourrais me payer d'ailleurs très fort. Ça augmenterait encore les dégâts provoqués par les armées. Du coup, j'aurais des armées qui feraient des dégâts complètement débiles. Mais on va peut-être pas passer notre vie qu'à buffer les dégâts de nos armées. Hein. Je veux dire, je suis pas là pour faire la guerre. Vitesse de migration, coût de réinstallation. En fait, vous avez souvent un et son contraire en fait. Hein. Vénérable, espérance de vie de la personnalité plus 80 ans, plus 20 ans. Donc en fait là, vos leaders vivent plus longtemps. C'est intéressant pour vos scientifiques, etc. Parce que, comme j'ai dit, votre dirigeant va mourir. Mais pas que le dirigeant en fait. Tous les dirigeants de votre empire, dans votre empire, vous aurez des généraux, enfin des amiraux, vous aurez des gouverneurs sur vos planètes, vous aurez des scientifiques à la tête de vos navires de recherche. Tout ce petit monde va vieillir, tout ce petit monde va gagner de l'expérience dans sa vie et va devenir plus compétent. Mais arrivera un moment donné où ils vont décéder et il faudra rembaucher quelqu'un à la place et ce quelqu'un n'aura pas d'expérience. Donc augmenter la durée de vie de vos leaders, c'est augmenter la période pendant laquelle vous allez avoir des gens d'expérience, donc avec plus de bonus, à la tête de votre empire. C'est donc forcément une bonne idée. Robuste. Santé de garnison, plus 100%, ça peut être pas mal. Économe. Grégaire, je ne peux pas être grégaire.
puisque j'ai choisi solitaire. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Endurant. Et le truc qui augmente toutes les sciences là. Je ne sais pas si où le truc qui augmente toutes les sciences. Assez intelligent, voilà, intelligente. Donc on augmente les rendements en sciences. On augmente la durée de vie de nos personnalités. On a déjà des bonus via notre mentalité de base qui augmente notre puissance militaire. Je pense que ça peut être pas mal. Par contre, on n'a pris aucun bonus pour augmenter notre, notre génération de nourriture ou d'argent. Écoutez, on verra. Hein. Après tout, je ne suis pas là pour faire une partie de 50 heures. Hein. Je vais même probablement me faire rétamer assez vite. Alors, notre dirigeant de départ sera une dame du nom de Tamika, parce que j'aime Heroes of Might and Magic 3, n'est-ce pas? Elle est impératrice. L'héritière sera princesse. Alors, coiffure, variante de couleur, donc vous pouvez faire changer la couleur aussi, ça fait plus zombie déjà. Vous pouvez changer les fringues. Je préfère ces fringues là. L'apparence de la salle derrière vous, du décor. Ça c'est sobre, c'est pas mal. Ça fait un peu classieux. J'aime bien. Franchement, la salle 7, j'aime bien. Ça fait un peu sombre. Ça, c'est très bien, ça, la 11. Donc, il y a vraiment beaucoup d'apparence hein, pour l'arrière-plan. Ça ne change rien au gameplay. Ah, ça, pour des zombies, ça ferait très classe, évidemment. Je pense que je vais partir sur la 11. Alors, la 7, elle est pas mal. Elle est très classieuse. La 11, c'est plus austère, n'est-ce pas? Entre les deux... On va prendre la 11. Bon, bah donc on a tout. On va sauvegarder. Nécropole. Alors, on va jouer sur quoi comme carte? Donc là, on a toutes les options classiques. Cette partie peut permettre de remporter des succès. Je pense que vous ne pouvez pas avoir du succès parce que c'est avec une civilisation créée. Si vous prenez les Nations Unies, non, on peut permettre de remporter des succès. Il faut le mode Iron... Ah, il faut le mode Iron Man pour avoir des succès. Ah! Bon, après, je peux jouer en Iron Man. Hein. Je veux dire... Le Steam Cloud n'est pas activé? Vraiment? C'est très bizarre. Bon, peu importe. Bah, du coup, on va faire ça. Hein. On n'aura pas de succès, c'est pas grave. Donc, vous choisissez ici la taille de la galaxie. 200 étoiles, 400, 600, 800 ou 1000. Moi, j'aime bien jouer sur des trucs grands, voire plus grands. Vous avez la forme de la galaxie. Éditype, spirale, spirale 4 branches, anneau. Spirale 4 branches, ça permet de mieux étaler les gens. On va prendre quand même elliptique. Empire, il y a, on va en mettre 4, ça suffira.
Agressivité de l'IA, non, on va mettre normal. Difficulté difficile, non, normal, ça ira, merci. Mode PRL. On autorise tous les modes de déplacement. Localisation des empires. Aléatoire, on n'a pas envie qu'ils soient tous amassés au même endroit. Ça ne m'avance pas. Ok, on va jouer. Après 42 minutes de création d'empire, on va enfin pouvoir lancer la partie. Formidable. Alors, Nécropole, dirigé par Tamika, l'espèce zombie. Au cours des millénaires qui s'écoulèrent après la formation des premières communautés primitives des zombies dans des savanes herbeuses de Cessation, notre civilisation s'est développée et a prospéré. D'innombrables États-nations furent formés alors que nous avancions à travers les ères technologiques. Elles s'affrontèrent les unes et les autres jusqu'à ce qu'une seule subsiste finalement. Donc effectivement, aujourd'hui, notre planète est une nation unique. Bon. Et maintenant... A prototype synthetic intelligence, and your humble servant. My role is to provide you with advice and counsel as you lead our empire into the great unknown. Alors, on a un conseiller, comme sur tous les jeux de stratégie. Donc le conseiller est relativement bavard, mais comme je suis un peu trop du jeu, on va utiliser tout. Bah tiens, l'Empire Stellaire peut être une tâche intimidante. Pour mission consiste à reconnaître notre système natal. Oui. Alors, Stellaris, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est un système avec à l'intérieur les différentes planètes. Le Soleil. Là, on a notre planète. Vous avez ici les différentes planètes que vous avez colonisées. Vos différentes flottes militaires, avec ici le nom du système où se trouvent les flottes militaires, les vaisseaux civils, donc on a des vaisseaux de construction, des vaisseaux scientifiques, on peut avoir des vaisseaux de colonisation, ici le système où se trouvent ces vaisseaux, et enfin les points de ralliement, c'est là que vous pouvez renvoyer vos flottes. Donc on a la Task Force Mirasma. Je pense que c'est notre spatioport, non? Puissance militaire, non. C'est notre flotte, ça. Donc ici, toutes les informations. Donc on a des écrans d'information qui sont beaucoup plus riches que sur un 4X. Encore une fois, c'est de la grande stratégie. Si on prend ma task force, donc ma flotte, on a ici un certain nombre de choses. Point de ralliement. Chaque flotte nouvellement construite peut se rassembler sur celle-là, ce qui permet de dire à chaque fois que je vais construire un navire, rejoins cette flotte, ce qui sera assez simple. On peut voir cette flotte. On peut ici la démanteler. Bon, pour l'instant, on ne peut pas. Et puis c'est notre dernière flotte, on ne va pas le faire. On peut la désélectionner. On voit ici le nom de l'amiral qui dirige la flotte. Les différentes options de comportement de l'IA. Attaquer une cible. Faire du soutien au sol. Et posture de la flotte, donc posture passive. Si je clique là-dessus, on est sur une posture agressive. C'est-à-dire que dès qu'elle verra une flotte agressive, elle ira l'attaquer, quelle que soit la force de cette flotte. Ici, vous avez la possibilité de diviser la flotte, de transférer des vaisseaux, donc pour essayer de créer une nouvelle flotte ou pour les transférer à une autre flotte. Améliorer la flotte ou réparer la flotte, ça, ce sera possible après les combats. Et ici, la composition de la flotte avec en dessous le détail donc, de chaque vaisseau. Vous pouvez avoir le détail du vaisseau, donc avec les composants du vaisseau. Au fur et à mesure de nos recherches, on pourra créer de nouveaux composants de vaisseaux et donc améliorer nos vaisseaux existants. Ou en créer de nouveaux avec d'autres types, par exemple d'armes ou de blindage. Et donc vous avez les statistiques de chaque vaisseau ici. Et vous pouvez ici les démanteler, ce qu'on va évidemment pas faire. Vous avez donc les vaisseaux civils. Le vaisseau de construction lui permet de construire l'équivalent de mines
Hein, donc c'est comme un ouvrier sur un civilisation, sauf que c'est plus dans une approche de type civilisation 5 où là il a une durée de vie illimitée. Votre vaisseau de construction va permettre de faire des extracteurs de ressources sur les différentes planètes ou les différentes lunes que vous aurez explorées si elles contiennent des ressources. Donc là vous pouvez aussi faire des avant-postes, station minière, station de recherche, poste d'observation, station militaire. Donc vous allez pouvoir construire différentes choses avec. Vous avez un vaisseau scientifique. Les vaisseaux scientifiques, eux, sont les vaisseaux d'exploration de l'univers. Ils sont dirigés par un scientifique. En l'occurrence, pour commencer, on a Feldin den Rotorag, qui est une madame zombie. Elle est niveau 1, elle a 30 ans. Il n'y a pas d'ordre pour l'instant, donc ce vaisseau peut partir en reconnaissance, peut étudier des anomalies, assister en recherche ou rechercher un projet spatial. Donc vous avez toujours ici les caractéristiques du vaisseau. Les vaisseaux scientifiques, l'idée ça va être de les envoyer donc explorer d'abord votre système, parce que vous n'avez pas exploré votre système. Vous savez qu'il y a des mondes, mais vous n'avez pas fait de reconnaissance dessus. Et alors, où passe-t-on en mode vision du système? Voilà, carte de la galaxie, c'est là. La galaxie, elle est là. Vous envoyez la carte. Tous les traits que vous voyez, ce sont les chemins, puisque j'ai choisi un mode de propulsion hyperespace. C'est-à-dire que pour aller dans le système, donc tous les points blancs sont des systèmes. Pour aller d'un système à un autre, on va pouvoir suivre les chemins qui existent. Donc ça va aller plus vite que le système proposé de base. Par contre, tous les chemins ne sont pas possibles. Par exemple, si je veux partir de Necro vers ce système inconnu 670, je ne peux pas le faire directement. Je suis obligé d'aller d'abord à Nikanda et ensuite de Nikanda d'y aller. Alors que si j'avais pris la distorsion comme moyen de déplacement, j'aurais pu partir de Necro à ce système-là directement sans passer par Nikanda. Mais le trajet aurait été plus lent. Et je préfère essayer d'avoir un peu plus de rapidité de mobilité. Parce que quand notre empire, si jamais on y arrive, sera assez étendu, mes flottes militaires peuvent être sollicitées à n'importe quel point de la galaxie. Donc si elles se déplacent de manière relativement lente, ça va m'intéresser moyennement. Bon, par contre, si elles sont obligées de faire 25 nœuds pour aller de Necro jusqu'à ce point-là, je suis obligé d'aller à Nikanda, puis ici, puis ici, puis ici. Je peux pas faire, mettons, deux sauts, quoi. Hein. Je suis obligé de faire plusieurs sauts dans l'espace. Alors, donc en même temps, vous voyez autour tous les systèmes. Donc il y a Rindbikun. On a quelques renseignements dessus. L'autre niveau de renseignement est bas. Donc on sait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes au moins. Mais on n'a pas encore du tout exploré. Donc il faudra qu'on envoie par exemple notre vaisseau scientifique. On le sélectionne. On fait un clic droit sur une planète. Et on fait reconnaissance du système par exemple. Vous voyez mais avant d'aller explorer ça, on va quand même commencer par explorer Necro. Ça pourrait être utile. Donc on va explorer notre système. Donc là, vous voyez la trajectoire que va prendre notre vaisseau pour explorer tout le système. Une fois que notre vaisseau aura exploré notre système, on verra s'il y a des planètes avec des ressources. S'il y a des planètes avec des ressources, éventuellement, on pourra envoyer notre vaisseau de construction, construire des extracteurs sur ces ressources. Alors, il y a ici les indicateurs. On a le panneau de gouvernement avec notre leader, nos éthiques, nos civismes, notre mode de gouvernement. Ici, la liste des héritiers. On peut réformer le régime, on peut changer de régime politique pour 250 points d'influence. Pour l'instant, on en a 100. Nous avons une priorité, pureté nationale. Attractivité de l'éthique xénophobe, plus 20%. Gain d'influence de l'Empire, plus 10%. Nous avons ici l'onglet budget. Donc on voit ici ce qu'on gagne, ce qu'on dépense, et donc le solde, c'est-à-dire le gain. Sachant que ce qui tient lieu d'argent, ce sont les crédits énergétiques.
Et ici, on voit les modificateurs qu'on a. On a un modificateur de moins 20% sur l'entretien des armées parce qu'on a choisi une culture martiale. La démographie, ici tous les bonus qu'on a sur la population. Donc on a un bonus de plus 10% en minéraux qui vient des bonus personnels de notre impératrice. Donc notre impératrice, ça sont les traits qu'on a choisis. Hein. Après on a préférence continentale. Bon, ça c'est un trait qu'on n'a pas choisi mais qu'on a. Intelligent, endurant, solitaire, ça c'est quelque chose qu'on a déjà choisi. Au niveau du dirigeant, vous voyez, il a des compétences, des traits particuliers qui sont là. Industriel, donc minéraux plus 10%, mineurs de l'espace, coût des vaisseaux de construction moins 25%, coût des stations minières moins 25%. Ça, ce sont d'excellents traits, surtout pour commencer la partie. En début de partie, vos ressources, elles sont là. Les crédits énergétiques, j'en ai 100, je gagne 8 par mois. Les minéraux, j'en ai 200, je gagne 15 par mois. La nourriture, j'en ai 100, je gagne 3 par mois. L'influence, j'en ai 100, je gagne 3 par mois. Et des unités. Alors l'unité, c'est une sorte de monnaie qui permet d'acheter de nouvelles traditions. Bon, pour l'instant, on va pas s'y atteler trop. Là, on a nos 3 types de recherche, parce que nous avons il y a 3 types de recherche. Sur une civilisation, vous avez 2 types de recherche, la science, la culture. Sur Stellaris, vous aurez 3 types de recherche, la physique, la sociétale et l'ingénierie. Et enfin, des ressources stratégiques, des systèmes colonisés. On a le droit pour l'instant de coloniser 3 systèmes. Alors, on peut en coloniser plus, mais si on colonise plus, on va avoir des malus. Via nos recherches technologiques et des régimes politiques, on pourra accroître cette limite. Et ici, le nombre de vaisseaux qu'on peut avoir, on peut avoir jusqu'à 15 vaisseaux. Nous en possédons pour l'instant 3. On parle ici de vaisseaux militaires, bien sûr. Ils sont les 3 dans la Task Force Mirasma. Enfin ici, un bouton contact pour en savoir plus sur les autres civilisations qu'on aurait rencontrées. Le journal de bord qui recense toutes les informations qu'on a eues dans le jeu, les contacts avec les aliens, ce genre de choses. Les quêtes, parce qu'il y a un système de quêtes. Ça, c'est l'écran de victoire. Il y a 3 types de victoires sur ce jeu. Je pense pas qu'on jouera jusqu'à la victoire. Les victoires sont extrêmement longues, extrêmement compliquées à faire. La première victoire, c'est de posséder 40% de toutes les planètes habitables de l'univers. Ce qui, sur un univers grand, veut dire voilà, des centaines possiblement de planètes habitables. Victoire par conquête, il faut vaincre tous les autres empires ou les soumettre. La victoire fédérale, si avec d'autres empires on crée une fédération, alors il faudra que nous possédions 60% de toutes les planètes habitables possédées par la fédération. Donc ça représente un nombre de planètes habitables absolument délirant. Il y a 74 planètes, cela dit seulement, requises. C'est pas énorme, ça va. Donc il y a quoi? Il y a 40% de X, ça fait 74. Bon, il n'y a même pas 200 planètes habitables quoi, dans le jeu. Donc il faut qu'on en colonise ou que via nos rivaux, on en obtienne aussi. Nos vassaux. Parce qu'il y a plusieurs types de relations avec les ennemis. Il y a la rivalité, ok. Donc si un empire est votre rival, voilà, ça joue en rien sur les conditions de victoire. Vous avez les empires alliés. Vous pouvez être allié avec un empire, auquel cas ces villes ne comptent pas dans vos conditions de victoire. Et vous avez les fédérations, donc là, ça compte dans les conditions de victoire. Et enfin, vous avez les vassaux. Eux, par contre, leur ville compte dans vos conditions de victoire. Bon, on va pas rentrer trop dans le détail tout de suite, parce que de toute façon, la victoire, c'est pas ce qui va nous concerner. Les écrans de technologie, on va y revenir après. Et ici, plus, donc planète et secteur, politique et décret, faction, etc. Parce que régulièrement, donc on a fait des choix de développement, mais on peut prendre ce qu'on appelle des décrets. Les décrets permettent d'avoir des bonus ou des malus supplémentaires. Par exemple, quarantaine de l'information, ça augmente l'attractivité des éthiques gouvernementales.
encouragement à la pensée politique, ça permet d'avoir une chance de changer d'éthique. Si on a envie de changer d'éthique, c'est bien. Bonus de recherche en physique, ça donne plus 20% de vitesse de recherche en physique. Donc au lieu de 7, on passe à 8,4. Sociétal et ingénierie. Par contre, à côté, vous voyez un coût. En fait, c'est un coût mensuel. Ces décrets, vous pouvez les maintenir aussi longtemps que vous voulez. Vous les arrêtez quand vous voulez. Mais chaque mois, ils vont baisser votre revenu. C'est-à-dire que si, mettons, je prends bonus de recherche en physique, mon revenu va passer de 3 à 2,06 par mois. Mon revenu en influence. Or, l'influence, c'est toujours utile. Donc, les décrets, pour l'instant, j'ai pas de raison d'en prendre. Donc, ça, ce sont les décrets au niveau de l'Empire. Et après, vous avez les gestions de planètes. Donc, je commence sur une planète qui est Cessation. Si je clique dessus, j'ai l'écran de planète. C'est un monde continental. Quand j'aurai la technologie de terraformation, je pourrai changer le type de monde, ce qui m'intéressera évidemment pas, hein, bien sûr, c'est mon monde de départ. Habitabilité 100%. Ici, vous avez les ressources de la planète. Donc 9 en énergie, 7 en cristaux, 8 en bouffe, 4 en recherche physique et sociétale, 1 en recherche ingénierie. C'est pas beaucoup en ingénierie d'ailleurs. Les informations, population actuelle de 8 sur 14 possibles. La taille de la planète a 20 cases, une agitation de 0 et un surplus de nourriture de 3. Les ressources produites actuellement, bah, c'est ça. Le gouverneur actuel, c'est Feldirm Dentarob. Il augmente la production des ressources des POP, la vitesse de construction du bâtiment et la durée de déblaiement des bloqueurs. Elle est réduite. Vous avez ici les décrets, parce que vous avez des décrets au niveau de l'Empire, mais vous pouvez aussi prendre des décrets sur une planète. La différence des décrets sur une planète, c'est que les décrets sur une planète, vous les arrêtez pas quand vous voulez. Vous les prenez, ils durent 10 ans. Et ils ont un coût fixe. Donc, par exemple, vous voyez 141, c'est un coût fixe. Ça ne change pas votre revenu mensuel. Et donc là, le décret, par contre, ne va toucher que cette planète. Donc, attractivité des équipes gouvernementales, 50%. Attractivité pour les migrants, plus 100%. Coût des bâtiments, moins 25%. Vitesse de construction des bâtiments, plus 33%. Ça, c'est un excellent décret, un projet d'infrastructure. Mais trop cher pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Vous avez ensuite un onglet surface. Donc ça vous montre la structure de la planète. Alors dit comme ça, c'est pas super parlant. Mais en fait, vous imaginez d'être sur civilisation. Vous avez votre ville, autour de votre ville, vous avez des cases. Voilà. Bah, là, ce sont toutes les cases qui existent sur votre planète. Et donc, au fur et à mesure que votre population va augmenter, eh bien, elle va aller peupler ces cases. Donc là, vous voyez un bonhomme, un zombie. C'est que la case est déjà occupée. Vous avez en dessous le rendement de la case. Par exemple, cette case-là rend plus 5 crédits énergétiques. C'est beaucoup. Celle-ci, plus 4 crédits énergétiques. C'est beaucoup. Celle-ci, plus 2 recherches sociétales. Vous voyez que sur certaines cases, en fond, on voit un bâtiment. Ces bâtiments, bah, tout simplement, c'est comme sur la civilisation. Hein. Vous avez des cases. Vous pouvez créer des aménagements pour augmenter la production ou pour modifier la production des cases. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y a une centrale 1. Elle produit 2 d'énergie. Et donc, au total, la case produit 5 d'énergie. De base, elle produit 2. Vous avez une centrale 1 qui produit 2. Et vous êtes à côté de l'administration de la ville, qui est là. Du coup, vous avez plus 1. Enfin, je crois qu'elle est là, non? L'administration de la ville, je ne sais même plus où elle est. Elle est là, la ville, pardon, l'administration. L'administration de la ville augmente les rendements pour toutes les cases adjacentes. Bah oui, en fait, il y a la petite flèche qui indique le plus. Du coup, vous avez plus 1 grâce à l'administration, plus 2 pour la centrale et 2 de base. Du coup, cette zone produit 5. Et si vous voulez faire une construction sur un bâtiment, bah, sur une case, vous cliquez sur la case, cliquez sur construire et il vous indiquera ce que vous pouvez construire dessus. Si vous voulez construire un bâtiment qui a une ressource différente de la ressource de base, ça fera disparaître cette ressource. Par exemple, si je veux mettre une centrale 1 sur ce terrain, les 2 points de recherche sociétale seront perdus, mais elle produira 2 points d'énergie. Par contre, si vous faites un bâtiment qui contient cette ressource parmi ses productions, eh ben, ça va s'ajouter. Si je prends un labo scientifique basique et que je mets dessus, bah, du coup, les 2
de recherche sociétale de la case et le 1 du bâtiment vont s'ajouter. Donc il y aura 3 de recherche sociétale et il y aura 1 de recherche physique et 1 de recherche en ingénierie. Évidemment, l'idéal, c'est d'essayer d'optimiser les rendements de vos cases. Mais parfois, pour des raisons X ou Y, parce que vous manquerez d'énergie, parce que vous manquerez de minéraux, parce que vous manquerez de nourriture, vous serez obligé de construire à certains endroits des bâtiments qui ne correspondent pas aux ressources, mais vous n'aurez pas d'autre choix parce que sinon vous serez en déficit. Donc, alors chaque bâtiment bien sûr a un coût en minéraux, et ici c'est une durée en jours, je pense. Chaque bâtiment a un coût en entretien et une production. La centrale produit 2 d'énergie, n'a pas d'entretien. La ferme hydroponique a 1 d'énergie d'entretien, produit 2 de nourriture. Le labo scientifique a 1 d'énergie d'entretien, produit donc 1 point de chaque type de recherche. Le monument autochtone a 1 d'entretien, on peut en faire qu'un par planète, il produit 2 de cette ressource-là, l'unité. Le réseau minier produit 2 de minerais, hein, il a 1 d'entretien, et le silo à minéraux n'a pas d'entretien. Par contre, si vous avez des minéraux sur les cases adjacentes en production, ben ça augmente la production de ces cases-là, et ça a permis d'augmenter la capacité de stockage. Parce que les ressources, vous ne pouvez pas en avoir une infinité. Vous avez un maximum de stockage, quand vous mettez la souris dessus, c'est indiqué. En minéraux, par exemple, j'en ai 200, ma capacité de stockage maximum, c'est 5000. En énergie, ma capacité de stockage maximum, c'est 5000, etc., etc. Bon, là, il va se passer du temps avant que je puisse atteindre mes capacités de stockage maximales. Donc, il n'y a pas d'urgence à faire des silos. Si ce n'est si me dire, tiens, là, par exemple, j'ai 2 cases ici avec des minerais, et là, même une 3e. Si je mets un silo ici, ça va me faire gagner un minerai ici, un minerai là, un minerai là. Donc, ça va faire gagner en tout 3 minerais en production sur la ville. C'est pas mal. Par contre, ces cases, vous voyez, il y a des bordures. Quand les bordures sont jaunes et noires, ça veut dire que vous pouvez défricher ces cases. Ce sont des cases qui ne sont pas exploitables à l'heure actuelle. Je pourrais les défricher, ça me coûterait 2 mois. Ça me coûterait 60 en énergie et 60 en minerais, c'est assez cher. Mais du coup, cette case pourrait être exploitable et la ressource serait un point de recherche sociétal. Par contre, vu l'environnement, j'aurais tout intérêt, par contre, plutôt à mettre mon silo à minéraux dessus, ce qui augmenterait la production de minéraux de 3 et repousserait mon stockage de minéraux de 5000 à 7000. Donc ici, j'aurais tout intérêt à le faire, par exemple. Vous voyez ? Donc il faudra regarder, en fonction de vos besoins, l'architecture de votre planète. Et parfois, sur d'autres planètes qu'on colonisera, vous verrez, il y aura des cases avec des bordures rouges et noires. C'est-à-dire que ces cases ne seront pas exploitables. Pour les exploiter, il faudra qu'on les nettoie, mais pour les nettoyer, il faudra qu'on obtienne une autre technologie que nous n'avons pas encore développée au moment où on regarde. Par exemple, l'exemple type au début, ce sera les volcans. Sur les premières planètes qu'on va coloniser, probablement qu'on n'aura pas encore la technologie pour défourailler les volcans. Donc, il faudra qu'on la cherche. Ensuite, vous avez l'armée. The upper portion of this view is divided into 3 sections. The top section represents the orbital space above the planet. The middle section is the atmosphere, and the bottom section is the surface. Donc vous avez ici l'ensemble des armées qui peuplent qui sont à la surface de la planète. Et vous pouvez recruter des armées. Donc par exemple, on pourrait recruter la première armée défensive. On peut recruter... Enfin non, l'armée qu'on a là, elle est ici. Elle est sur la gauche. On peut recruter d'autres armées, une armée défensive ou une armée d'assaut. Les armées d'assaut, ça c'est pour aller... c'est pour aller occuper des planètes en temps de guerre. Bon, pour l'instant, on va pas s'en occuper plus que ça. On a déjà des armées ici. Et le spatioport qui lui permet de créer plusieurs types de vaisseaux. Donc les corvettes, qui sont des vaisseaux de combat. Les vaisseaux de construction, donc qui sont comme les bâtisseurs sur une civilisation. Ou les vaisseaux scientifiques, donc qui sont les vaisseaux d'exploration. Il peut être utile d'avoir au moins un deuxième vaisseau scientifique. Ce qui nous permettra
d'aller explorer plus l'univers. Donc ces vaisseaux ont un coût d'entretien. Là en l'occurrence c'est une pièce d'or, un crédit énergétique par mois. Voilà. Donc on n'a pas de recherche lancée, on va choisir nos recherches. Et donc on a 3 arbres de recherche, physique, social, ingénierie, ce sont pas vraiment des arbres. Quand vous voulez faire une recherche, vous cliquez sur sélectionner une recherche et l'ordinateur vous propose aléatoirement 3 ou 4 recherches. Donc en recherche physique, on peut créer un réseau de panneaux solaires. Donc ça peut réduire les coûts opératoires des spatioports. Donc ça se met sur un spatioport, ça en réduit le coût opératoire. La gestion globale d'énergie, ça permet de stocker plus d'énergie. Ça permet d'avoir un nouveau décret planétaire, surcharge de capacité, qui permet de gagner plus de crédit énergétique. Et ça va construire un bâtiment centre d'alimentation 1 qui produit 2 unités d'énergie et augmente de 10% la génération de crédit énergétique de la planète. C'est plutôt un bon bâtiment. Bâtiment qui coûte 150 minerais pour être créé. Donc avec des minerais on en a dépensé, bah oui, puisque pour acheter le vaisseau, pour produire un vaisseau, il a fallu que je dépense des minerais. Enfin, je peux faire modulation de champ pour faire une centrale 2 qui sera plus efficace, qui peut stocker plus d'énergie. Je vais partir sur la gestion globale d'énergie. Donc 360, il faudra donc 47 mois pour le faire. C'est loin. Pour toi, en recherche sociétale, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un édit planétaire qui peut augmenter le bonheur de 10%. Gagner un point d'influence mensuel en plus, ça peut être pas mal. Doctrine combat spatiale qui augmente notre capacité d'armée, ça peut être pas mal. Ou étude de la biodiversité qui permet de faire un biolaboratoire qui va produire... Donc c'est comme un laboratoire, mais celui-là va produire 2 de recherche sociétale au lieu de 1. C'est pas mal. Mais je veux quand même plutôt partir sur l'influence. Parce que qui dit plus d'influence mensuelle, dit plus d'influence tout court, dit plus de possibilités de prendre des décrets. Et à terme, ça peut être intéressant. Enfin, en ingénierie, l'ingénierie, ça va plutôt être orienté sur essentiellement orienté sur les technologies, donc pour améliorer nos bâtiments, ou créer de nouveaux bâtiments. Donc lui, il peut faire le spatioport amélioré. Ça permet de faire un spatioport niveau 2, qui permettra du coup la construction de destroyers. Et ça, je pense que c'est assez important. Notez que ces recherches sont plus importantes. Et vous avez ici un petit icône qui vous dit cheminement spatial. Cette technologie permet des avancées majeures dans la construction de spatioport. La technologie permet des avancées majeures dans le domaine de la robotique. Dégâts provoqués par les armées de 5%, minéraux de 5%, ça c'est très bien. Mais vraiment faire le spatioport amélioré, je pense que c'est essentiel. Alors certaines recherches sont des recherches entre guillemets rares. Voilà. Et bon, on va pouvoir enlever la pause et y aller. Mais comme ça fait 1h11 que j'y suis, bah, je vais mettre un terme à cet épisode. Sur le stream, je vais y rester encore pour poursuivre. Donc une bonne heure. Donc j'enregistrerai un deuxième épisode dans la foulée. Je vais juste couper cette vidéo sur YouTube, faire une pause de 2-3 minutes sur le stream. Et je reviens.